Et salutations les rôlistes, la communauté jeux de rôle passion. Je suis très content de vous retrouver, d'autant que aujourd'hui j'ai un invité pas piqué des hannetons comme on dit, hein, Ben Felten qui est juste à côté. Salut Ben, très heureux de te recevoir. Bonjour Wari, merci de cet accueil. Bon, il y a un peu de toile d'araignée, tu aurais pu faire le ménage, mais sinon, je Ouais, suis très content d'être là. effectivement, on est dans un donjon tout obscur avec des toiles d'araignée partout. Il fait sombre, il y a de la poussière, il y a des bougies. Ma foi, c'est pour faire honneur à ton jeu parce que Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es l'auteur, entre autres bien sûr, hein, de Donjons et compagnie, hein, qui est le jeu de rôle que tu as fait paraître grâce à une collaboration John Doe Black Book il y a maintenant 2 ans à peu près. Alors le Combien? financement, c'était il y a 2 ans, Ouais. et le jeu est en boutique depuis juillet de l'an dernier, donc depuis 8 mois. Voilà. Et c'est un jeu qui avait beaucoup fait parler de lui parce que le financement participatif avait été une vraie bombe. Oui, moi je peux pas juger de ces choses-là, puisque c'était mon premier, mais en tout cas, moi j'étais très content des résultats, oui. Ouais, je me souviens de l'engouement pour avoir participé justement à ce financement participatif. Je me souviens de l'engouement que les rôlistes avaient eu pour le jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, Donjon et compagnie, tu m'arrêtes si je dis une petite bêtise, hein, mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que Donjon et compagnie, c'est la rencontre de peut-être Donjon clé en main. Donjon clé en main. Pour ceux qui connaissent la série de bande dessinée Donjon, qui est dessinée par Sfar Trondheim aux éditions Delcourt, et Macchiato Monster pour ce qui est de la motorisation. C'est l'idée, c'est de passer de l'autre côté et de jouer ce qu'on appelle des hôtes d'accueil, c'est-à-dire les monstres que les aventuriers vont rencontrer en fin de compte. Oui, alors, si je peux te reprendre deux petites secondes, Vas-y. je fais assez peu référence à la BD Donjon pour ma part, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, l'essentiel de la BD ne se passe pas dans le donjon et n'a pas trop de rapport avec le donjon lui-même. En tout cas, moi, j'ai décroché au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de tomes, mais l'essentiel, c'était pas ce qui se passait à l'intérieur du donjon, sorti des deux, trois premiers numéros. Euh, et puis, vu les dates, vu quand Donjon est sorti, je pense que c'était très influencé par Dungeon Keeper, qui est aussi, pour moi, la principale référence. Après, je comprends que tu n'aies pas une boîte de jeu Dungeon Keeper de 1996 dans ta chambre, mais, Et pourtant, j'y avais pas mal joué comme non, beaucoup mais à voilà. l'époque, hein. C'est Donc, jour de paye. pour moi, la grande référence, c'est surtout ça. Euh, Après, j'adore la BD Donjon, hein, c'est pas la question. Mais finalement, si les gens y vont en pensant retrouver ça, ils risquent d'être un peu frustrés parce que c'est très très différent. Par contre, effectivement, la motorisation Macchiato, c'est un aspect clé du jeu pour moi parce qu'en fait, c'est un système qui m'a apporté en termes de en termes de conception par rapport à ce que je voulais, des solutions à des problèmes que j'arrivais pas à résoudre par ailleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment un truc très, très important. Alors, Macchiato Monster qui motorise Donjons et compagnie. Alors là, ce que je montre, c'est l'édition Noisette. Rendons à César ce qui est à César, ou plutôt à Éric Niedan ce qui est à Éric Niedan, puisque Macchiato Monster, c'est une production de Éric Niedan qui s'est basée sur le Black Hack et le White Hack, hein, entre autres, qui a puisé dans pas mal de choses, et que tu as choisi. Pourquoi, en fait? Et en plus, ma question, elle prend aujourd'hui un sens assez particulier, puisque c'est un système qui est basé sur l'OGL, l'Open Gaming License l'OGL 1.0A, qui fait beaucoup parler en ce moment. Alors, si vous n'êtes pas trop au courant, regardez, vous allez avoir un lien là qui va apparaître juste au-dessus. J'ai fait quelques vidéos avec Isler sur le sujet de l'OGL et de la fin de l'OGL annoncée par Wizard of the Coast. Donc, voilà, c'est aussi une façon, en t'invitant, de parler de tous les créateurs qui ont pu produire et manifester leur créativité grâce à cet OGL qui va disparaître. Ouais, alors, donc, moi, c'était un des aspects que je maîtrisais pas du tout. Tout ce que j'avais compris, moi, en lisant Macchiato, c'est que c'était un système ouvert, donc on pouvait l'utiliser comme on voulait, à la seule condition que le système qui en résulte soit lui-même ouvert. Ouais. Donc tout ce que j'ai apporté moi, il y a quelques petits éléments qui sont. D'ailleurs,
que Eric a réintégré dans l'édition Noisette, donc il n'était pas dans l'édition anglaise, euh, et qu'il a réintégré dans l'édition Noisette, bah, par définition, ils sont ouverts également, quoi. Donc ça, c'était au départ pour moi simplement une manière simple d'utiliser quelque chose qui existait déjà et qui correspondait vraiment bien à mes besoins. Moi, en fait, mon principal problème de conception, c'était que je voulais qu'on puisse jouer presque tout ce qu'on peut vouloir imaginer dans le donjon, euh, mais je voulais pas avoir à définir numériquement des dizaines et des dizaines de races, hein, parce Oui. que ça aurait fait un bouquin de 400 pages, dont 300 pages de races, quoi. Et ça me paraissait pas très élégant comme solution. Et donc, quand j'ai découvert Macchiato qui se repose sur des traits et donc une certaine abstraction de tout ça, c'était exactement la solution qu'il me fallait. Après, tu soulèves un point que je trouve très intéressant et que j'ai pas vu beaucoup commenter. Euh, les discussions autour de l'EGL tournent beaucoup autour du fait de dire on peut faire du matériel qui est compatible avec les produits officiels, etc. Euh, En fait, toute la mouvance OSR, elle s'est aussi basée là-dessus parce que ça permettait de reprendre des concepts des vieilles éditions de Donjons et Dragons sans se poser de questions de est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Comme tu le sais certainement, les analyses juridiques tendent à suggérer qu'on aurait le droit parce que les éléments de règles ne sont pas copyrightables. Néanmoins, ça permettait d'éviter cette question-là. Moi, ce que je trouve presque plus intéressant, c'est le fait que du coup, il y a une sorte de génération, il y a presque un darwinisme rôliste où quelqu'un, comme tu disais, donc le Macchiato d'Eric, il est basé sur le Black Hack et le White Hack, qui eux-mêmes sont basés sur des versions précédentes d'OSR, qui eux-mêmes sont basés sur les premières éditions de D&D. Et en fait, potentiellement, derrière nous, si l'OGL avait continué à exister, il y aurait eu d'autres générations qui reprenaient des éléments de Macchiato ou de Donjons et compagnie pour en faire autre chose. Absolument. Et cette sorte de créativité à travers la licence ouverte, c'était un truc que je trouvais vraiment très intéressant. Et pour moi, le fait que l'OGL disparaisse, on ne sait pas encore comment l'histoire va se terminer, mais enfin, c'est quand même hautement probable que l'OGL va disparaître. Euh, c'est pas un problème par rapport à Donjons et compagnie, dans le sens où finalement, ce qu'on va chercher dans le D&D des origines, c'est quand même minimaliste, et on pourrait très facilement gommer complètement. Je dis on parce que du coup, Eric a la même problématique que moi, puisque je me base sur son système. Mais on pourrait très facilement gommer les quelques trucs qui font référence directe à des terminologies de D&D. Dans Donjons et compagnie, tu vois, le seul truc auquel je pense, c'est les 6 Les caractéristiques. Sicarac, voilà, oui, Voilà. effectivement. Tu vois, il suffirait que je change le nom des 6 Bien sûr. caractéristiques, le problème serait réglé. Par contre, donc, si tu veux, par rapport à cette problématique-là du jeu, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Par contre, par rapport à la créativité du milieu, je trouve que j'ai peur qu'on perde quelque chose que les licences alternatives, etc., vont pas vraiment remplacer parce que on aura perdu cette idée que tout partait d'un corpus commun. Parce que du coup, là, on voit déjà plein d'éditeurs, évidemment, qui disent mais moi, mon système, je suis très content de le mettre en OGL. Donc, Oui, les mecs qui font Rollmaster, là, ou Against the Dark Master, je crois que ça s'appelle oui, maintenant. c'est la nouvelle mouture, oui. Voilà, les Chaosium, machin, etc. Tout le monde dit, bah, c'est bon, utilisez mon système. Mais du coup, et ça, c'est super, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, on risque de perdre un petit peu cette sorte de foisonnement qui tournait autour finalement, d'un grand référentiel commun à la fois mécanique et imaginaire qui était tout ce qui était de près ou de loin associé à D&D. Alors Oui, oui. après, si on regarde ça plus positivement, le fait que collectivement on s'affranchisse un peu plus franchement de D&D, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que voilà, le jeu de rôle c'est pas D&D et D&D c'est pas tout le jeu de rôle, donc euh, malgré Oui, tous les mérites de D&D, oui, oui, oui. Alors, mais justement, question intéressante. Toi, par rapport
Alors, tu as vu, hein, ça a déchaîné quand même des passions, des discussions sans fin, etc. Et il y a notamment des appels au boycott de DGD, et notamment du film là, qui va sortir, et des différents produits qui sortent et qui sont estampillés Donjons et Dragons. Est-ce que tu te mets toi aussi dans cet état d'esprit de dire allez hop, barrage à Wizard of the Coast, on doit leur envoyer un signal clair et un signal économique? Alors moi, je suis pas en mesure de le faire, hein, parce que le dernier bouquin de D&D que j'ai acheté, ça devait être le Monster Manual de la 5e édition il y a 10 ans, Mhm. qui est d'ailleurs le seul bouquin de D&D 5 que j'ai encore dans ma bibliothèque, pas parce que je m'en sers, mais parce que ma fille adorait le feuilleter quand elle était petite, et donc quand j'ai mis mes bouquins en vente, elle a dit celui-là, t'as pas le droit de le On le vendre. garde. Donc, je serais bien en peine de ne plus donner mon argent à Wizards of the Coast, puisque je le donne déjà pas. Après, pour ce qui concerne le film, pour moi, c'est complètement secondaire, mais d'abord, les bandes annonces que j'ai vues me donnent vraiment pas envie d'aller voir le film. Et puis, en plus, pour moi, D&D, ça veut rien dire pour un film. À la limite, ils auraient dit on fait un film, je sais pas, Forgotten Realms ou Greyhawk, ou ça avait plus de sens. C'est un univers. D&D, c'est pas un univers. Donc, du coup, j'en attends rien et j'ai aucune intention d'aller le voir. Donc, et ça aurait été le cas même s'ils avaient rien changé à l'OGL. Et je comprends tout à fait. Donc D'ailleurs, il voilà. y a qu'à voir la série. La série de Mercer, hein, qui passe sur les plateformes, c'est Vox Machina. Mm. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'allusion directe à Donjons et Dragons, Bah, et ça semble cohérent et ça semble logique. Juste une petite chose, mon cher Ben, si tu le permets, je me rends compte que j'ai commis quand même l'indélicatesse de ne pas mentionner, Niden l'a fait, hein, Laetitia Con, qui illustre Donjons et compagnie, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Octogone et qui s'est fendu d'une magnifique dédicace que je résiste pas à montrer. Un petit dragon en train de siroter un petit café. Merci encore, mademoiselle Lafay. Donc, je comprends bien que effectivement tu es plutôt tranquille toi par rapport à cette histoire d'OGL, puisque la filiation de Donjons et compagnie et donc de Macchiato Monster, elle n'est pas directe avec Donjons. C'est vrai qu'on n'a pas de, il n'y a pas de classe, hein, dans Donjons et compagnie, il n'y a pas de système de slot comme on en trouve dans Donjons et Dragons pour les sortilèges. C'est vrai que c'est il n'y a plutôt pas de liste de lointain. sorts. Il n'y a pas de liste de sorts. On est vraiment dans la mouvance OSR. Ouais, et même par rapport à d'autres jeux OSR qui sont quand même beaucoup plus proches de ce que pouvait être D&D, on en est finalement assez éloigné. Moi, ce que j'allais chercher là-dedans et qui me plaisait bien, c'était justement le jeu étant référentiel aux univers type D&D, c'était intéressant d'avoir dans le système quelque chose qui rappelle un peu ces univers. Donc les 6 caractéristiques, c'est un truc familier dans lequel on rentre facilement. Enfin, si je devais expliquer les règles avec 6 autres caractéristiques, ça me compliquerait pas Oui. particulièrement la vie, quoi. Hmm. C'est plus, ça serait un clin d'œil qui disparaîtrait à la limite, mais bon. Alors après, si effectivement ils mettent une partie de tout ça en Creative Commons, la question ne se posera même pas. Et dans tous les cas, de ce que j'ai compris, ça va pas affecter des jeux qui sont déjà commercialisés. Ouais. Donc, dans tous les cas, Donjons et compagnie en l'état n'est pas affecté. Après, si on décide de sortir des suppléments, de faire une autre édition plus tard, etc., là, ces questions-là se poseront. Et de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun doute. Il n'y aura aucune référence ni à l'OGL ni à Wizards of the Coast. Et là où je rejoins enfin, je pense en plus la position d'Isler, si je l'ai bien comprise, c'est de dire à un moment, t'as pas non plus envie de cautionner ça, indépendamment de la douleur économique que tu peux faire ou pas à un éditeur. T'as pas envie de cautionner ce genre de pratiques et Oui. d'attitudes. Donc Oui. voilà. Mais sorti de ça, euh, ça me fait mal au cœur pour la communauté. Ça m'affecte pas directement par rapport à ce jeu-là ou au jeu que je joue d'ailleurs. Enfin, j'ai pas joué à D&D depuis Pierre Mathusalem Baye. c'est pas prêt de changer. Enfin, les dernières parties que j'ai faites en guest sur la campagne d'un copain, ça m'a Ça t'a pas pas fait penser. transcendé. Non, Ouais. mais ça m'a pas fait penser que je passais à côté d'un truc extraordinaire. En vieillissant, j'avais dit ça dans des interviews quand le jeu était sorti. J'avais dit que j'avais écrit un jeu auquel j'avais envie de jouer. Ce que je voulais dire par là, c'est que
les contraintes de la vie, les attentes, tout ça font que aujourd'hui, moi, j'ai envie de pouvoir faire des parties relativement courtes Et oui. qui racontent quand même une histoire, c'est-à-dire où on va pas faire une partie avec un combat ou une scène, mais on va pouvoir vraiment faire avancer une histoire en 3 heures de jeu. Euh, aujourd'hui, je ne pense pas que D&D, et quelle que soit la variante que tu regardes, que ce soit Pathfinder ou autre chose, te permettent de faire ça. Et c'est absolument pas une critique vis-à-vis des gens qui aiment ça. Oui, J'ai oui. zéro. Enfin, moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvaise manière de faire du jeu de rôle. La seule bonne manière, c'est quand tout le monde s'éclate autour de la table. C'est tout ce qui compte, quoi. C'est ça, exactement. Et alors justement, quel serait selon toi le plus gros point noir, on va dire, sur des 5? Quel est le truc qui aujourd'hui te rebute et qui te fait dire non, non, c'est vraiment pas pour moi. Si tu devais en choisir un. Ah, purée, c'est dur parce que Ouais. c'est un tout, quoi. Si tu veux, je pense que euh, si je dois tricher un peu et décrire un point qui est un peu au-dessus du reste, c'est-à-dire qui recouvre plein d'aspects du jeu, c'est que euh, finalement, je trouve que après 40 ans et bientôt 50 et toutes les filiations qu'on a pu voir, ça reste un jeu qui est dérivé d'un wargame et dont la finalité première, c'est d'être un jeu tactique de combat. Et même si, évidemment, et heureusement, tu peux faire plein d'autres choses avec, fondamentalement, pour moi, les 3 quarts des mécaniques du jeu, elles n'ont pas de sens à partir du moment où tu dis, bah, nous, on va faire une partie de diplomatie, on va jamais sortir une épée. Bah, du coup, tu as plein de classes de personnages qui n'ont aucune raison d'être. Et ça veut pas dire que tu peux pas continuer à jouer, mais ça veut dire que toute cette mécanique ne sert plus à Ne rien. sert plus à rien, exactement. Ouais. Et ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis beaucoup revenu aussi sur toutes ces problématiques d'équilibre slash tu vois, des trucs qui se veulent très mécaniques, rationnels, Ouais. de dire il Ouais. faut que tous les personnages aient le même degré de puissance, par exemple. En fait, moi, non, je dis il faut que tous les joueurs aient la même occasion de s'éclater. Et si tu t'éclates en jouant un peureux qui va pas sortir son arme parce qu'il est terrorisé et que c'est ça qui t'éclate, je m'en fous complètement qu'il Et soit oui. puissant ou pas Le puissant en rôle, combat. le rôle avant tout, est fondamentalement OSR finalement. OSR, pour nos amis qui ne connaîtraient pas le terme, c'est Old School Renaissance ou Revival. C'est cette mouvance qui tend à reprendre les systèmes, pour faire court, les systèmes minimalistes qu'on jouait à l'époque dans les années 70-80 et qui font plutôt la part belle au rôle plutôt qu'à la mécanique. Bah, alors, bon, l'OSR, c'est un truc très. Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas une définition claire de Non, l'OSR. Et encore une fois, tant mieux. Euh, tout dépend de l'OSR qui sont pas du tout dans ce que tu décris, qui sont justement complètement dans la tactique, etc., telle qu'elle existait à l'époque. Euh, Moi, c'est pas ça qui m'éclate et je trouve pour le coup, parce qu'il y a aussi beaucoup de discussions là ces derniers jours sur jouer en ligne, pas jouer en ligne, est-ce qu'on va avoir des IA comme MJ et machin, tout ça. Ah, pour moi, si tu veux, si vraiment ce qui t'éclate, c'est la partie purement tactique, effectivement, joue en ligne, voire joue avec un ordinateur, parce que là, tu vas l'avoir à 200%. Moi, je pense que je fais du jeu de rôle un peu parce que je suis un acteur de théâtre frustré, quoi. Euh, j'ai envie de cette théâtralité, j'ai envie de parler à la première personne, j'ai envie de me lever, de faire un discours grandiloquent et après de me prendre une flèche dans la gueule et de m'effondrer comme une merde. Et c'est ça que je trouve chouette, quoi. Tu vois. Mais encore une fois, c'est important, je pense, et particulièrement quand on est meneur de jeu. Et je sais que tu as des questions là-dessus aussi, mais pour moi, c'est hyper important en tant que meneur de jeu, particulièrement sur tu vois, une campagne avec toujours les mêmes joueurs, de comprendre ce que les joueurs attendent, ce qui les fait kiffer, et de comprendre aussi, toi, en tant que meneur de jeu, ce qui te fait kiffer, et de trouver espèce de point de convergence. voilà, le diagramme de Venn où les deux se retrouvent. Absolument. Euh, et pour moi, maintenant, dans ma pratique de jeu, c'est des jeux à la mécanique relativement légère, avec des thématiques fortes, avec l'opportunité de faire un peu de théâtral. Tu vois, là, j'ai été joueur vendredi dernier ou vendredi de la semaine d'avant, pour la première fois depuis très très longtemps, dans un jeu dont j'avais jamais entendu parler, qui est un OSR pour le coup,
qui s'appelle Helvexia. C'est écrit par un Roumain. C'est une sorte de Suisse médiévale, enfin hypothétique quoi. Fantasmé, Et, oui. et voilà, fantasmé. Et tout tourne autour de Dieu et du diable. Et alors, faut pas y aller en ayant des gros a priori dans un sens comme dans l'autre sur la religion, hein, parce que du coup, le jeu, il est forcément teinté par les croyances de l'époque. Et en fait, voilà, moi, j'ai joué une raclure qui très rapidement fait des trucs dégueulasses, commence à accumuler des péchés, etc. Et à un moment, il se trouve qu'on a rencontré un émissaire du diable, et j'ai vraiment vu le moment où il allait me dire bon bah toi t'es à moi quoi. Et du coup ça nourrissait le jeu, donc le personnage il s'est complètement retourné à un moment, il s'est confessé auprès du prêtre en disant il va emporter mon âme, aidez-moi machin. Enfin et tout ça c'était pas dans le scénar. Et ça avait finalement assez peu d'importance. Mon personnage, il a fini en courant 5 km sur le sentier de nuit tellement il avait peur. Enfin, mais c'est chouette et ça fait des souvenirs. Oui, Tu c'est vois, la chouette. prochaine fois qu'on va jouer, les autres ils vont dire ah mais de toute façon t'es un couard, tu t'es barré en courant, tout ça. Enfin donc je vais devoir vivre avec ça. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que je sais pas, d'essayer de jouer un héros qui est finalement une sorte de robot à tes ordres, à qui il arrive jamais rien de mal parce que tu vois, non, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, si tu contrôles tout en tant que joueur, c'est pas drôle non plus. Euh, mais l'adversité, pour moi, en tant qu'MJ, c'est pas principalement d'envoyer des monstres. Et oui, et d'ailleurs, ce qu'on retrouve bien, cette philosophie, elle est bien servie par Makato Monster et donc Donjons et compagnie, c'est que dans ce système-là, le MJ ne lance pas, en tout cas dans les combats, ne fait pas de jet pour les monstres. C'est ça qui est, moi, que j'ai trouvé extraordinaire et qui fait que j'ai déjà fait une petite vidéo sur Makato Monster, mais je vais en refaire une qui va être un véritable plaidoyer parce que pour un gars comme moi, je pense qu'on a voilà, globalement le même âge, avec les mêmes préoccupations, les mêmes contraintes que toi, hein, eh bien, la nécessité d'avoir un système vraiment léger qu'on peut déballer à tout moment et qui ne va pas exiger un aspect tactique prononcé, c'est ultra précieux et qui fait la part belle à l'histoire finalement, à la fiction. Donc dans Makato et dans Donjons et compagnie, en fait, ce sont tout le temps les joueurs qui sont vraiment les acteurs premiers de l'histoire. Ouais, qui réussissent ou qui échouent et C'est ça. qui gèrent les conséquences de cette réussite ou de cet échec. Mais et ça va même un peu plus loin que ça. Donc moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans Donjons et compagnie sur la partie vie de l'entreprise. Oui. Si tu veux, pour moi, le truc dont un joueur va se souvenir potentiellement, c'est la collègue avec qui il a fricoté qui vient le voir et qui lui dit « je suis en cloque ». Ouais. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant à jouer en termes de rôle que est-ce que tu vas réussir à battre le troll ou pas, quoi. Ça veut pas dire que les scènes d'action, elles sont pas aussi intéressantes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, mettre les joueurs en phase de décisions qui vont influer sur la vie de leur personnage, je Oui. trouve que c'est vachement fun et vachement intéressant. Et puis Et un moi, débat je sais moral qu'en aussi tout cas, parfois. exactement. Et moi, je sais en tout cas que mes joueurs, ils attendent ça, si tu veux. Je sais qu'ils aiment ça. Après, t'as pas, enfin voilà, les occasions, elles se présentent quand elles se présentent, mais c'est, en tout cas, moi, c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui marche à ma table, et du coup c'est ce qui informe aussi les jeux que j'écris. Donc là je suis en train d'écrire mon deuxième jeu, et clairement ces dimensions-là, elles sont super importantes. Et d'ailleurs la fois où tu as pu tester ce jeu-là, c'était pas une fin propre et nette où c'est bon, on sait ce qu'on va faire, etc. C'était une fin où tout le groupe disait mais non, faut qu'on fasse comme ça, non on peut pas faire ça, mais comment on fait, et moi je trouve que c'est plus intéressant. Alors, revenons-en juste un petit peu à Donjons et compagnie. Alors, à ce jour, on a un superbe manuel de base. On a un écran, on a un supplément qui accompagne cet écran et qui contient des scénarios. Il y a un dossier de personnages. Il y a une série d'aides de jeu également. Est-ce que tu as effleuré le sujet tout à l'heure? Est-ce que la gamme va se poursuivre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux pour la peine? Alors, déjà, il y a
il y a d'autres choses qui sortent là régulièrement. Donc ça, c'est J'ai oublié de citer, excuse-moi, les arcanes révélées également. le secret excavé. Les secrets exquis, pardon. Unearth Arcana, qui est une Ouais, référence à exactement. l'Unearth Donc Arcana. il y Oui, a d'accord. clairement une référence, on est bien Voilà. d'accord, mais Les secrets exquis, oui. c'est un hommage. Voilà. Donc, donc alors, pour moi, il y avait un truc qui était super important quand le jeu est sorti en boutique, et Dieu sait que ça a été une longue attente pour moi aussi. C'est que je vois beaucoup de financement participatif où finalement la sortie du jeu, c'est la fin du jeu. Dans le sens que, en fait, il y a pas du tout de suivi éditorial. La gamme, elle est mornée avec tout ce qui a été développé dans le financement. Alors, des fois, c'est plein de trucs. Hein. Des fois, tu as 5 bouquins et tout ce que tu veux. Mais derrière, il n'y a pas de vie. Le jeu ne vit plus. Moi, je voulais pas ça. Et j'ai un peu tâtonné au début pour savoir comment faire vivre le jeu. Et donc, finalement, en septembre de l'année dernière, Laetitia et moi, on a lancé un Patreon. Donc patreon.com/donjons et compagnie, donjons et CIE, hein, on peut pas faire plus simple. On mettra le lien Ouais. dans la description de la vidéo. Volontiers. Et donc l'idée du Patreon, c'était que moi j'ai une incitation à continuer à sortir du contenu. Donc tous les mois, j'essaye de publier quelque chose. Alors il y a d'autres interactions, il y a d'autres petits trucs qu'on fait de temps en temps, mais l'idée c'est moi j'essaie de m'imposer une fois par mois de sortir quelque chose où il y aura une illustration de Laetitia, donc on se partage les revenus avec Laetitia sur le Patreon. Et ça nous permet à tous les deux de continuer à faire vivre le truc. Donc pour l'instant, il y a 2-3 aides de jeu qui sont sorties. Il y a un premier scénario, là je suis en train d'écrire un deuxième. Et il y a un supplément de contexte, on peut dire, d'une dizaine de pages sur un des départements de l'entreprise, avec des pistes de scénario, des PNJ, des secrets, etc. Et l'idée, c'est, en naviguant un peu sur ces 3 éléments, donc des aides de jeu, des scénarios et du contexte, c'est d'accumuler du contenu et à un moment de se dire, OK, est-ce qu'on a suffisamment de contenu pour pas en faire un supplément, mais au moins contribuer à quelque chose qui, à mon avis, prendra probablement la forme de secret excavé, c'est-à-dire un truc où il y a quelques scénarios que tu peux jouer comme tu veux, des éléments d'univers, de contexte, et puis une grosse campagne. Et là, pour le coup, même s'il n'y a pas du tout d'écriture là-dessus pour l'instant, mais je sais sur quelle thématique j'ai envie que la campagne se fasse, et ça sera autour du conflit social. Parce qu'en fait, le conflit social, c'est un peu le non-dit de Donjons et compagnie. Donc, Donjons et compagnie. T'es en plein dans l'actualité en plus. En plus, mais bon, c'est pas forcément pour ça, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que Donjons et compagnie, c'est une caricature entre guillemets de l'entreprise. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient dire que non, c'est très très réaliste, mais c'est une caricature dans le sens où clairement tu joues les mecs qui sont tout en bas de l'échelle et qui se font taper sur la gueule, quoi. Et donc il y a une vraie question autour de ça qui est pourquoi est-ce que le jeu ne propose pas de monter un syndicat, de se rebeller, etc. Absolument. Et je m'étais posé cette question quand le jeu est sorti et j'avais pas envie de forcer ça. J'avais pas envie que ça soit un jeu sur le conflit social. J'avais envie que tu puisses y jouer de façon très vanille si tu avais envie, avec cette notion de donjon inversé et puis le monde de l'entreprise autour. J'avais envie que tu puisses jouer à un mec ambitieux et salaud qui piétine ses collègues pour avoir de l'avancement, etc. Et si j'avais fait un jeu sur le conflit social, tout ça devenait plus compliqué. Mais ça reste une thématique que je trouve super intéressante. Et pour la peine, elle me fait penser à Croque-le-Beau, où il était très souvent question de conflits sociaux. Tout à fait. Dans Ouais. Croque-le-Beau par Ségur et Chevalier. Alors, du coup, je me pose beaucoup de questions. Là, j'en suis au stade de Gamberger pour l'instant, mais ce que j'aimerais faire, en fait, et c'est assez compliqué conceptuellement, mais j'aimerais en faire une campagne très ouverte, c'est-à-dire que, en gros, les clés de comment ça va se terminer sont vraiment dans les mains des joueurs. Du coup, il peut y avoir beaucoup de changements, mais je veux pas non plus, parce que ça, j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours détesté les grosses campagnes qui changent 100% de l'univers du jeu. Donc à la fin de la campagne, en fait, c'est plus le même jeu, quoi.
Ça, j'aime pas non plus. Donc, il faut que je trouve l'équilibre en fait entre donner un truc très ouvert où les joueurs ont vraiment la latitude de choisir vers où ça va et peut-être même de pas être d'accord entre eux et d'avoir des fils qui partent dans des directions opposées. Proposer du changement, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas exactement comme au début, ce qu'ils ont fait a eu un impact, mais en même temps, ne pas brûler le setting et repartir à zéro, quoi. Donc là, ça, c'est ce sur quoi tu es en train Non, de bosser actuellement, on non, va je suis dire. pas en train de bosser, je suis en train de réfléchir. D'accord. Voilà, sachant que après, il va y avoir toutes les questions de, tu vois, comment on publie ça, tout ça, bon, ça c'est pour plus tard. Il faut déjà que j'ai quelque chose entre les mains, quoi. À présenter. Donc, voilà, c'est super. En gros, si on veut synthétiser, il y a ce Patreon déjà qui existe et qui te permet de produire du contenu qui est déjà actif. Donc, Ouais, qui est déjà actif. voilà. Donc les fans de Donjons et compagnie, en attendant une publication sous forme de publication en boutique, etc., peuvent déjà s'alimenter en idées, en Exactement. scénar, hein, sur ton Patreon. Donc déjà, Ouais. ça, c'est assez cool. Et donc, tu es en train de gamberger à la possibilité d'introduire une campagne avec un enjeu, un cadre social, on va dire. Ouais, exactement. Ok, donc ça, c'est particulièrement cool. Ça veut dire que Donjons et compagnie va continuer de se développer. C'est l'idée, en tout cas. Moi, j'avais pas envie que le jeu il s'arrête le jour où il sort, quoi. Ouais, absolument. Justement, alors ça nous amène un petit peu à... moi j'ai envie de te poser des questions aussi qui peuvent intéresser les MJ hein, qui nous écoutent, les MJ, les meneurs et les meneuses, hein, et je pense qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, toi, à ta table, qu'est-ce que tu considères comme franchement inacceptable de la part d'un joueur? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur, t'as plus envie de le revoir à ta table? Ça arrive pas souvent, heureusement. Pour moi, le truc que je trouve vraiment insupportable, c'est le joueur qui va pas toujours délibérément, mais enfin qui va casser l'ambiance. Enfin, moi, j'aime bien installer une ambiance. J'aime bien, tu vois, même dans Donjons et compagnie, peut-être les gens de l'extérieur, ils n'ont pas cette impression-là, mais on fait des scènes où les joueurs sont vraiment flippés pour leur personnage, où il y a de la tension, etc. Quand tu as de la tension autour de la table et que tu as un joueur qui fait une vanne à la con ou qui, je sais pas, qui fait n'importe quoi parce que il a pas le spot sur lui à ce moment-là, etc. Ça, c'est un truc que je trouve extrêmement irritant. Et c'est un truc que je savais pas gérer il y a 15 ans. Euh, et et aujourd'hui, je pense que c'est un truc où je regarderai le mec dans les yeux, alors en tête à tête, parce que l'idée c'est pas non plus d'humilier le mec devant les autres. Moi, je dis le mec, ça pourrait être une nana. Mais, On a tous des exemples quand même. non, mais je pense que je le regarderai droit dans les yeux. Je dirais, écoute, on n'est pas compatible. Donc c'est pas vis-à-vis de toi, c'est pas vis-à-vis de moi, mais on n'est pas compatible, quoi. Mais c'est un peu comme une rupture amoureuse. C'est compliqué. Déjà, c'est compliqué quand tu as besoin de dire à quelqu'un avec qui tu as vécu ou que c'est fini. Alors, bon, si en plus tu dois te coller ça à ta table de jeu de rôle, c'est chiant, quoi. Alors justement, est-ce que tu as eu à gérer ce genre de situation avec des amis? C'est des situations quand même assez particulières. Souvent, on joue très longtemps et très souvent avec des amis hein, notables. Et est-ce que tu as eu à gérer cette problématique que tu es un de tes potes hein, qui visiblement n'est plus en accord avec ce que tu proposes à ta table et qui même peut être un peu embêtant pour les autres joueurs? Est-ce que tu as eu à gérer ça? Oui, et comme je te disais, mais ça remonte et j'ai mal géré ça. Et les 2 fois où ça m'est arrivé qui me reviennent en tête, j'ai sabordé les campagnes en question. Ah oui, c'est-à-dire que tu les as arrêtés en fait, tu les Ouais. as Ouais. escamotés, voilà. Ouais. 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 J'ai arrêté la campagne, ce qui est du coup con pour tout le monde, si tu veux. Mais aujourd'hui, je pense, si ça devait arriver de nouveau. Alors, il y a aussi une autre différence, c'est que contrairement peut-être à beaucoup, comme moi j'ai beaucoup voyagé ces 15 dernières années, j'ai vécu en Asie pendant 8 ans. Donc à chaque fois, il a fallu retrouver des joueurs, remonter des tables, etc. Et du coup, quand tu le fais ça à 45 ans, tu le fais un petit peu différemment de quand tu le faisais à 20 ans. À 20 ans, dès que tu rencontrais un rôliste, ok, viens à ma table, putain, on est 2. Il y avait ce côté, putain, c'est incroyable, il y a d'autres rôlistes, tu vois.
Ouais. Aujourd'hui, l'approche, elle est un petit peu différente. Et donc, typiquement, avant de proposer à quelqu'un de venir à ma table, je vais aller le rencontrer, je vais aller prendre un café, et puis je vais me faire une idée. Oui. Et si je me dis, je suis pas sûr que ça soit compatible, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, on a tous des attentes différentes, c'est ce que je disais au début. Si j'ai l'impression que c'est pas compatible, bah, on n'en parle même pas. Tu vois, je vais même pas le proposer. Par contre, si je me dis, tiens, ouais, je pense que cette personne-là, elle pourrait vraiment apporter quelque chose à la table, et puis ça serait fun pour elle et pour nous, et ben à ce moment-là, je vais lui proposer, tu vois. Mais du coup, l'approche, elle est un petit peu différente. Donc déjà, il y a ça. Et puis après, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut comprendre avec qui tu joues, quelles sont les attentes, quelles sont les contraintes, et puis il faut travailler autour de ça un truc qui plaise à tout le monde. Quand j'ai commencé à Hong Kong, c'était juste à la sortie de Unknown Armies 3, pour lequel j'ai contribué pas mal de photos dans l'illustration du jeu. C'est un jeu que j'adore, qui en plus a une construction que je trouve super intéressante et assez unique, qui repose... Il y a un lien avec Over the Edge, non, ou je dis une bêtise, Unknown Armies. Alors, il y a peut-être un lien au niveau de certains des auteurs, mais il n'y a pas de lien. Les deux jeux sont pas liés. Hein. Non, ils sont pas liés. Dans Unknown Armies 3, tout le jeu est construit autour d'une carte relationnelle au centre de laquelle il y a les personnages. Et cette carte, tu l'as construite au début, c'est ta session 0, c'est de construire la carte relationnelle. Et en fait, en tant qu'MJ, tu prépares pas de campagne tant que tu n'as pas la carte relationnelle. C'est uniquement une fois que tu as la carte que tu te dis, OK, vers où je peux les amener, quels enjeux, comment ça va tourner, etc. La conséquence directe de ça, c'est qu'il te faut tous les joueurs à chaque séance. Tu peux pas faire une séance s'il y a un joueur qui est pas là, puisqu'il y a un quart de la carte qui est pas représenté. Donc à Hong Kong, j'ai commencé avec tout plein d'enthousiasme, j'ai réuni 3 joueurs, et puis à la deuxième session, ils étaient que 2, et puis à la troisième session, ils étaient que 2, puis j'ai arrêté. J'ai retenté avec un autre jeu, même topo, et je me suis dit, mais en fait, il me faut un jeu où je m'en fous si les joueurs sont là et ils sont pas là. Et donc, j'ai lancé une campagne de DCC à ma sauce. C'était pas du tout les modules du commerce, etc. C'était une campagne urbaine, un peu à la Fritz Leiber, à la Lankmar, ouais. En utilisant le supplément Vornheim que je trouvais super inspirant. Et littéralement, il pouvait être 2 une fois et 5 la fois d'après, ça me posait pas de problème. Alors justement, en ce moment, tu joues à quoi? On a bien compris que c'était pas à D&D. Hein. On a bien compris. Alors là, donc je suis à Nantes depuis 1 an maintenant. J'avais plus de table, mais je connaissais un ou deux rôlistes. Et puis on a, à travers le forum Casusno, on a fait une sorte de on va boire un coup entre rôlistes nantais. Du coup, j'en ai connu d'autres. Donc ça m'a permis de me dire, bah tiens, ces joueurs-là, ils ont l'air d'être assez en phase avec ce que je fais. Et donc, j'ai remonté une table. Et en fait, j'ai décidé de remonter une table de Donjons et compagnie pour 2 raisons. La première, c'était que je voulais pouvoir tester les scénars que j'écris ou les nouveaux trucs que je produis, parce que c'est quand même bien d'avoir l'occasion de les tester autour de la table. Et en général, ils évoluent quand même pas mal après le playtest. En général, j'essaie de faire 2 playtests, un à ma table et puis un en convention ou en boutique ou lors d'un événement. Et ça permet, avec 2 parties, tu vois, ça permet, je trouve, d'avoir un assez bon équilibre. Oui. Bon, puis des fois, tu laisses tomber. Hein. Des fois, tu dis, OK, celui-là, il marchera pas. Et puis, voilà. Et puis, je voulais aussi rejouer la campagne qui est dans Secret Excavé, parce qu'en fait, je l'ai testé il y a 5 ans. Et entre-temps, on l'a écrite à 4 mains avec Eric. Elle a énormément changé, évolué, etc. Et du coup, j'avais envie de la reprendre à zéro et de la retester jusqu'au bout. La remettre à l'épreuve. Donc, on joue 2 fois par mois en moyenne. Et puis, ça devrait nous amener jusqu'à cet été à peu près. On a commencé en septembre et je pense que ça devrait nous amener à l'été. On commence la campagne là, à la prochaine partie, la semaine prochaine. Donc, peut-être quelque chose que les gens retrouveront dans ton Patreon. Bah, cette campagne-là, elle est déjà publiée. Non, mais ce que tu testes. Les ah oui, mais ça, c'est déjà le cas. Voilà. C'est déjà le cas. Les trucs qu'ils retrouvent dans le Patreon, c'est des trucs que j'ai testés. Ce sont des choses que tu as testées donc avec ton groupe de joueurs. Voilà, donc ça, c'est le groupe régulier à Nantes. Et après, j'ai un
j'ai un deuxième groupe qui est un peu plus irrégulier parce que je vais souvent à Paris pour le boulot. Et en fait, le fameux été où j'étais venu te rendre visite à Marseille, j'avais lancé 2 parties des Mystères de Paris, donc qui est mon prochain jeu, avec des joueurs à Paris, en disant c'est pas une campagne parce que de toute façon je repars à Hong Kong. Et puis maintenant, comme en fait à peu près 1 fois par mois ou 2 fois par mois je vais sur Paris, ça s'est transformé en campagne. Et donc ça va nous amener, je pense aussi au moins jusqu'à l'été, peut-être qu'à la fin de l'année 2023, pour arriver à une conclusion satisfaisante. Et après, ça va m'amener à lancer, probablement avec mon groupe actuel, une campagne de test que j'appellerais finale, dans le sens où le jeu il a beaucoup évolué avec les 2 premières campagnes de test. Et là, j'ai besoin de tester la version que je pense être la version, tu vois, Presque définitive, quoi. Voilà, où ça va peut-être bouger un petit peu à la marge, mais pour l'essentiel, c'est ça. Alors justement, c'est important, je pense, de savoir comment tu pars de quoi lorsque tu conçois un scénario, d'où te viennent tes idées, tes inspirations. Alors, ça dépend beaucoup du jeu auquel je joue. Et là, si je prends les 2 exemples des jeux sur lesquels je travaille, Donjons et compagnie, presque par construction, ça part d'une carte. Puisque l'idée de Donjons et compagnie, c'est que les monstres étant de la boutique, ils ont la carte et donc ils ont un avantage tactique sur les aventuriers qui, eux, découvrent la zone. Clients. Les clients. Je parle dans un jargon compréhensible pour le reste des rôlistes qui n'auraient pas lu Donjons et compagnie. Mais... Oui. Et du coup, très souvent, ça part de la carte. Et des fois, il y a un concept et des fois, c'est un peu le hasard. Tu vois, l'été dernier, en vacances, on est allé visiter des grottes dans le Périgord et je suis rentré, j'ai dessiné une carte de grotte tu vois, un peu inspirée de ce qu'on avait vu et j'ai brainstormé avec mon fils en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme scénar autour de ça, et puis tu vois, petit à petit. Et donc ça, c'est pas le scénar que je suis en train d'écrire là, c'est celui qui viendra après, que j'ai déjà testé une fois et que je vais retester une deuxième. Mais donc, pour Donjons et compagnie, ça part quand même très souvent du lieu, quoi, du physique du truc. Pour les Mystères de Paris, c'est très différent pour 2 raisons. La première, c'est que dans mon diagramme de veine de ce que j'aime et ce que les joueurs aiment, il y a un truc que j'aime pas du tout et que je voulais éviter à tout prix, qui sont les scénarios d'enquête très écrits et très dirigistes. Moi, je m'emmerde quand je suis MJ sur ce genre de scénario et je m'emmerde quand je suis joueur sur ce genre de scénario. Donc, c'était vraiment pas ce que je voulais, mais j'adore le genre enquête. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Et donc, ces scénarios-là, j'essaye de pas trop les préparer, justement. L'idée, c'est d'avoir quelques idées avant la séance et vraiment de pouvoir rebondir sur les initiatives des joueurs en séance pour arriver à un truc qui est satisfaisant. Et là, l'inspiration, tu le vois pas derrière moi parce que c'est un peu loin, mais il y a 70 bouquins sur Paris. Tiens, attends, je peux te montrer là, il y en a 2 qui sont juste ici à côté de moi. Donc tu vois que je suis en train de bouquiner là. Il y a les légendes du vieux Paris, un bouquin de 1867 réédité. C'est une réédition de la BNF, ça. Voilà, exactement. Et là, j'ai le dictionnaire historique des rues de Paris de 1963 Paris, oui. En 3 tomes. Où tu rentres n'importe quelle rue de Paris et tu vas avoir l'histoire de tous les bâtiments de la rue, etc. Et donc là, mon inspiration, elle est essentiellement historique et légendaire. Et l'idée, c'est que tu pars de... voilà, au 19e siècle, il y a un militaire qui excavait des tombes au cimetière du Montparnasse et qui faisait des choses innommables avec les cadavres des femmes qui déterraient. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu vois, donc est-ce que ça va être une histoire de fantôme? Est-ce que ça va être des expériences scientifiques? Tu vois, bon. Est-ce que tu priorises, parce qu'en t'écoutant, je sens en tout cas que les PNJ sont vachement importants dans ta conception. Donc tu pars d'un plan qui est inspirant, tu pars d'une documentation qui peut être inspirante, mais est-ce que tu dirais que tu accordes autant d'importance, si ce n'est plus, à l'élaboration de tes PNJ, ou est-ce que c'est l'intrigue finalement qui te prend le plus de temps? Là, c'est un peu particulier quand même ce que je te décris, parce que dans les 2 cas, je me rends compte de ça juste en te parlant. Dans les 2 cas, on est sur
sur une unité de lieu. Dans Donjons et compagnie, le donjon, c'est un lieu récurrent. Et dans les Mystères de Paris, ça se passe à Paris, qui est un lieu récurrent aussi par définition. Donc les PNJ vont forcément être très importants parce que tu vas les revoir et ils vont nourrir le jeu. Si tu fais un jeu, tu vois, là je suis en train de relire La Lune et 12 Lotus par exemple, où presque par construction, si tu te bases sur la Sword and Sorcery en tant que genre, il y a l'idée que tu es tout le temps en mouvement. Ça se passe jamais deux fois au même endroit. Et là, du coup, ton intrigue, elle va être plus importante, proportionnellement, pas forcément plus importante que les PNJ, mais en tout cas, elle va avoir une importance plus forte parce que c'est ça qui va typer la partie. C'est pas les rencontres nécessairement que tu vas faire. Donc, je dirais que ça dépend énormément du style de jeu que tu essayes de faire jouer. Après, sur un jeu en campagne où tu veux avoir un arc narratif long, donc où c'est pas juste un enchaînement d'aventures, mais où il y a vraiment une histoire plus longue qui se déroule, je pense que c'est clé d'avoir des PNJ qui sont solides ou qui ont des intrigues intéressantes qui leur sont associées, attachées, enfin, c'est tout con, mais il y a des ressorts narratifs qui sont très forts en jeu de rôle, que ce soit la traîtrise, la perte de l'être cher, etc. Et que paradoxalement, je trouve, on utilise trop peu souvent, quoi. Tu vois, moi, je sais que, tu vois, j'ai des souvenirs d'une vieille campagne de D&D justement, mais il y a très longtemps, où, au 3e ou 4e scénario, il y avait un personnage sympa qui avait aucune importance pour l'intrigue, mais que les joueurs voyaient tout le temps, qui était hyper cool, qui les aidait, etc. Et il se fait assassiner. Bah là, d'un seul coup, les joueurs, c'est pas juste, tiens, il y a un crime il faudrait enquêter. C'est putain, merde, quelqu'un a buté machin, c'est vachement grave, etc. Et de la même manière, quand au bout de 10 parties, ils se rendent compte que leur seigneur ou leur commanditaire machin qui les a soutenus, qui leur a filé du fric, de l'équipement, du machin, en fait, en tout, c'est une raclure et qui fait les pires atrocités. Et ça, voilà, les joueurs, ça les secoue dans leur certitude. Et ça, pour faire ça, il faut se créer une opportunité. Ça veut dire que quand tu introduis un PNJ, tu sais qu'il va pas forcément servir au moment où tu l'introduis, mais tu as déjà une idée en tête que plus tard, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour tel ressort narratif, etc., quoi. Alors, quelque chose me dit, mon cher Ben, que tu es plus quelqu'un qui apprécie le jeu en bac à sable qu'en scénario, donc en intrigue, en scénario plus traditionnel, je dirais. Alors, oui, je pense que oui. Après, le bac à sable, entre guillemets, c'est vraiment un truc très précis. Je trouve qu'on a un peu galvaudé le terme en l'utilisant à toutes les sauces. On peut faire du jeu qui soit ouvert sans être en bac à sable. Le bac à sable, il y a cette notion que il n'y a pas d'intrigue, c'est vraiment les joueurs qui, en allant explorer à droite plutôt qu'à gauche, vont développer des intrigues, etc. À sa manière, je pense que les Mystères de Paris, on pourrait le décrire comme une sorte de bac à sable urbain. Donjons et compagnie, c'est pas le cas, par exemple. Donjons et compagnie, ça reste un jeu on a une mission. Voilà, c'est un jeu à mission, donc il est quand même assez cadré de ce point de vue-là. Par contre, les missions, elles sont écrites pour que il n'y ait pas de solution qui soit proposée dans la mission. On ne dit pas c'est comme ça qu'il faut qu'ils fassent. On laisse les joueurs trouver une manière de résoudre. D'être inventif et de trouver leur solution. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pour moi le gros apport de l'OSR tel que je le vois. C'est cette idée que toi, en tant qu'MJ, tu n'arrives pas avec une solution déjà sur la table. C'est aux joueurs, avec ce dont ils disposent, ce qu'ils découvrent, de se dire, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et les scénars de Donjons & Compagnie que j'aime le plus, c'est les scénars que j'ai fait jouer 15 fois, et 15 fois, j'ai eu une solution différente. Notamment le premier, celui qui est dans le manuel de base, le titre m'échappe, mais avec le barde. Exactement, le chantre du donjon, c'est vraiment ça. Il est excellent ce scénar. Et à chaque fois que je l'ai fait jouer, alors avec des variations, mais à chaque fois que je l'ai fait jouer, et encore je l'ai fait jouer récemment, et les solutions, elles sont différentes à chaque fois. Et oui, effectivement, c'est une des bases aussi de l'OSR, que les joueurs ne s'en remettent pas à ce qu'il y a sur leur feuille de perso, mais à leur jugeote, à leur créativité. C'est vrai, mais il y a un pendant de ça côté MJ que j'ai remarqué aussi, c'est que si dans un scénario il y a écrit noir sur blanc, voilà comment les joueurs pourraient faire pour résoudre la situation,
pour la plupart des MJ qui font jouer le scénario, ça se lit comme étant voilà la solution. Oui. Et du coup, le MJ, il va avoir tendance à pousser les joueurs vers la solution qui est écrite dans le scénario. Et c'est pour ça que je veux pas écrire de solution. Parce que je veux aussi que le MJ, il s'adapte aux choix que les joueurs vont faire, avec l'idée que si c'est intelligent et que ça peut marcher, il n'y a pas de raison qu'on décide que ça marchera pas. Tu vois, c'est un peu le fait de dire, si la solution c'est A et que les joueurs ils font B, je pense que le MJ lambda, un vendredi soir après une semaine de boulot, machin, il va pas se dire ah ouais, tiens, c'est pas con, ça pourrait marcher aussi. Il va se dire non, c'est pas ça la solution. Et du coup, il va avoir tendance à ramener les joueurs. Et c'est cette expérience de jeu-là que moi, j'apprécie pas. C'est cette impression qu'on te dit bah, ton idée qui a l'air parfaitement intelligente, je la refuse et je te ramène vers quelque chose qui est ce qui a écrit sur mon scénario, quoi. Alors pour autant, est-ce que tu es un adepte de la maîtrise basée sur le oui mais, oui et, c'est-à-dire cette façon qui consiste à, si tu veux rebondir sur les propositions des joueurs presque coûte que coûte, mais en y mettant des variations, ou est-ce que pour toi une idée foireuse, c'est une idée foireuse quoi, hein, et elle va foirer. Bah, là aussi, pour moi, en tout cas, dans mon ressenti, il y a un entre-deux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ces concepts-là parce que ça crée de l'histoire, ça crée des surprises, mais il faut que ça reste narrativement cohérent pour moi. Il y a un peu deux limites à l'exercice pour moi. Donc moi, mes expériences de ce type de jeu, c'est principalement Wasburg. Oui. C'est à Wasburg de Cédric Ferrand. Voilà, Wasburg et La Lune et 12 Lotus. Donc dans La Lune et 12 Lotus, tu réussis toutes tes actions, mais la plupart du temps, tu réussis avec un coup. Voilà, exactement. Et alors, je trouve que narrativement, ça apporte quelque chose. Typiquement, dans Wasburg, ce qui est compliqué, et je l'ai vécu avec certains joueurs qui venaient plus de la frange très narrativiste des jeux de rôle, c'est qu'en fait, dans Wasburg, tu poses une question et après, la réponse, elle est oui, non, etc. Mais en fait, la question que tu poses, elle peut déjà avoir un présupposé narratif, quoi. C'est-à-dire, si je suis en train de poursuivre un mec, par exemple, et que je pose la question, est-ce que j'arrive à l'attraper dans la ruelle ? Bah, en fait, dans la question, il y a déjà le fait qu'il est dans la ruelle. Si moi, en tant qu'MJ, j'ai décidé, pour une raison X, parce que c'est important pour mon scénario, qu'il n'est pas dans la ruelle, qu'est-ce que je fais ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que s'il y a un oui, bah, il est dans la ruelle. Donc, alors, le contrôle narratif, c'est pas forcément un truc auquel il faut s'accrocher à 100%, mais il y a des moments où c'est important pour l'expérience de jeu et pour l'intrigue et pour aussi que le MJ il y trouve sa part. C'est important d'avoir ce contrôle narratif. Donc, cette frontière-là, je la trouve toujours un peu délicate et pas facile à appréhender. Du coup. C'est ça, et pas facile à appréhender. C'est exactement le truc. Et j'ai pas beaucoup d'expérience des jeux PBTA. Il y a quelques jeux qui me font de l'œil. Il y a Dominion, par exemple, le jeu de Kelren, qui me paraît à la lecture plus prometteur que Dune, paradoxalement, pour jouer du Dune. Mais j'ai un peu cette même appréhension. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un jeu que j'aimerais bien jouer avant de maîtriser pour vraiment voir, tu vois, comment ça se goupille côté MJ avant de devoir le prendre. C'est quand même un gros morceau et il y a pas mal de complexité dedans. Justement, est-ce que tu dirais pas que pour apprécier ce genre de jeu, justement, qui sont quand même pas mal basés sur l'aspect narratif du jeu de rôle, est-ce qu'il faudrait pas, en tant que maître de jeu, pour vraiment l'apprécier, déjà apprendre à lâcher prise, en fait ? Alors, mais de maître de jeu et de joueur. En fait, je m'en suis rendu compte de ça en jouant avec des vieux copains avec qui je jouais il y a 30 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, mais bon. En fait, il y a des joueurs qui veulent avoir le contrôle absolu de ce qu'est leur personnage. Et du coup, dans ce type de jeu où tu vas les mettre face à des situations où, par exemple, l'environnement autour d'eux
part en sucette, donc je sais pas, à Berlin 18 par exemple, bah, ta femme te quitte ou alors ta femme te trompe avec ton collègue ou machin, c'est pas des trucs auxquels ils ont envie d'être confrontés en jeu de rôle parce qu'ils ont l'impression que cette description de l'environnement personnel, c'est à eux, entre guillemets, tu vois. J'ai un exemple là-dedans qui est assez rigolo, donc je sais pas si tu connais ou si tu as lu Everway. Oui, le tout premier jeu d'ailleurs Voilà. édité par Wizards of the Coast dans les années Absolument. 80. 90, ouais. 90. Et dans Everway, il y a un truc que j'adore et que j'ai repris dans plein de jeux. À la création de perso, tu as une phase où les joueurs posent aux autres joueurs des questions sur leur personnage. Et ces questions, elles peuvent être prescriptrices, c'est-à-dire qu'elles peuvent apporter à une certaine transformation du personnage. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà vu des joueurs avec qui ça marchait pas du tout, c'est-à-dire qu'ils refusaient catégoriquement le truc. Je te donne un exemple. Donc, dans pas mal de jeux où la création de personnage est très légère, je fais ça maintenant parce que ça apporte de la profondeur au personnage. Et j'ai eu une table où il y a un joueur qui a demandé à un autre joueur, il a dit « Pourquoi est-ce que ton personnage a tué sa femme ?» Tu peux pas répondre à cette question sans changer le concept de ton personnage, parce que Oui. enfin, si tu dis parce qu'elle me faisait chier, t'en fais une raclure. Si tu dis parce qu'elle était possédée par un démon, t'en fais un mec peut-être parano, peut-être mystique, peut-être, tu vois, je sais pas. Ou fou. Enfin voilà. Donc et là, des fois, tu vois le joueur dire non, je veux pas répondre à cette question parce que ça change mon concept de personnage. Et moi, je leur dis mais c'était justement ça l'idée. Après, tu peux pas forcer le joueur s'il veut pas. Mais moi, je trouve que c'est des trucs vraiment intéressants justement pour se lâcher prise. Parce que si tu le fais au niveau de la création de perso, c'est vachement plus facile après Par la suite, oui. pour que les joueurs se disent ok, bah ça c'est un truc que je n'attendais pas, mais c'est une péripétie intéressante à gérer pour mon personnage. Donc je lâche prise, je vais avec quoi. Et tu vois dans l'idée qui vient du théâtre d'improvisation de dire il faut jamais dire non aux joueurs, etc. Il faut dire oui et oui mais. Je pense que, enfin moi ce que j'en retire c'est que la philosophie derrière c'est se lâcher prise. Après pour moi c'est pas à prendre au pied de la lettre. Une idée complètement débile, elle reste complètement débile et je vais pas la triturer dans tous les sens pour essayer d'en faire quelque chose de vaguement plausible si ça casse complètement l'ambiance ou la suspension de la crédulité. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. Écoute Ben, ça fait quasiment 1 heure qu'on discute. Moi, je pourrais encore discuter, mais alors super longtemps tellement c'est. Je suis désolé, tu voulais faire court. Ah ouais, non, pas du tout. Je me rends juste pas compte de à quel point ça peut être passionnant ce genre de discussion et je vois qu'on a pas mal de choses hyper sympas à se dire. D'autant que les propos que tu viens de tenir me rappellent ce que écrit Robin D. Laws, auteur de jeux de rôle entre autres Feng Shui, etc. Dans le fascicule qu'il a publié il y a quelques années maintenant et qui s'intitule donc le Robin's Laws to Good Game Mastering et qui est pour moi super, où il classe justement les jeux en fonction, si tu veux, de l'équilibre qu'ils ont, à qui les règles donnent le pouvoir, plus le maître de jeu ou plus le joueur. Et en fonction du set de règles qu'on choisit, par exemple, Donjons et Dragons est un jeu qui donne clairement entre guillemets, les rênes aux joueurs, de par sa mécanique hyper détaillée, etc. Et là, on est clairement pas dans le lâcher prise justement. Et de l'autre côté du spectre, on peut avoir des jeux comme effectivement Watsburg de Cédric Ferrand, où là on a carrément des règles qui simulent le théâtre d'improvisation, où là on fait vraiment la part belle justement à l'improvisation, au lâcher prise. Et donc je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Si les copains, si vous voyez ça, que ça peut vous intéresser, je mettrai les références du bouquin. Quoi, je pense pas qu'on puisse le trouver, peut-être en PDF. Voilà, en PDF, mais ça a jamais été traduit. Il y a aussi un autre ouvrage que je trouve très sympa, qu'on trouve aussi sur Drive-Thru RPG, et qui s'appelle Play Unsafe, qui est un véritable plaidoyer pour le lâcher prise en jeu de rôle. Ne préparez rien, prenez ce qui vient, rebondissez, etc. Voilà, tout un tas de choses vraiment hyper intéressantes. Ben, je voudrais savoir, donc tu nous as dit un petit peu sur quoi tu bossais, tu nous as dit un peu sur quoi tu jouais. Est-ce que tu as des projets plus imminents, plus immédiats? Notamment, je crois savoir que donc avec moi, tu as contribué à Errance, le supplément pour le jeu de rôle Meute,
qui devrait arriver, on l'espère, incessamment sous peu. Est-ce que tu as d'autres choses sur la casserole, est-ce que tu as d'autres casseroles sur le feu là? Est-ce que j'ai d'autres casseroles sur le feu? Oui, alors il y a une casserole qui est assez avancée, Mijote? même si je ne suis pas à l'écriture sur cette casserole-là. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Ça fait bizarre d'appeler ça une casserole. D'ailleurs, c'est un jeu de Cédric Ferrand qui s'appelle Détroit, qui avait été sous une autre forme publié il y a quelques années dans Casus, qui est un jeu sans aucun élément fantastique. C'est un procédural policier où on joue des enquêteurs des affaires internes de la police de Détroit. C'est un jeu très moralement gris, dans le sens où t'as jamais de bonne solution. T'as toujours à prendre des décisions qui vont potentiellement te péter à la gueule et à jamais te faire des copains, etc. Mais c'est super intéressant de ce point de vue-là. C'est hard-boiled, comme on dit, c'est ça? Alors, je sais pas, parce que Hardboiled, alors c'est assez noir, mais Hardboiled, il y a un côté le héros solitaire qui s'affranchit de toute morale. Là, c'est pas trop ça, parce que t'as les obligations de ta fonction qui est d'enquêter sur d'autres flics, mais du coup, tu t'as que des coups à te prendre, si tu veux. Tu ne peux que te faire des ennemis. Des jeux comme on les aime. Et voilà, des jeux comme on les aime. Non, franchement, c'est super. Et là, du coup, c'est vraiment une édition augmentée avec un système de jeu vachement intéressant qui est inspiré de Dread. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. De nom, jamais pratiqué, mais ouais. Donc c'est un système où en gros la tension monte au fur et à mesure de la partie jusqu'au moment où ça pète, quoi. Donc ça c'est super intéressant. Et Cédric m'a demandé il voulait qu'il y ait que de la photographie qui illustre le jeu pour ancrer le côté très réaliste. Et je lui ai proposé, puisque c'est un des trucs que je fais en photographie, d'illustrer ça avec des cyanotypes, donc qui sont des tirages photos de couleur bleue assez dégradés, donc avec des images qui sont pas forcément super nettes, mais avec un côté du coup très grainu, très sale. Et en plus le bleu rappelant la couleur de la police aux US, etc. Enfin, ça collait très bien thématiquement. Et donc ça, on est en processus de finalisation, mais moi, il me reste, en fait, c'est moi maintenant, moi et le maquettiste, on est les deux points de blocage où on n'a pas eu assez de temps pour finaliser nos parties. Mais le jeu, il est écrit, il est relu, il est validé, il est tout ça. Et franchement, c'est super parce qu'en plus, on a beaucoup réfléchi avec le maquettiste à des solutions, des outils en fait pour le MJ, pour lui faciliter le travail en partie, tu vois, pendant les parties, tout ça. Et donc je trouve que franchement c'est très très chouette ce à quoi on aboutit. Et ça va paraître en tant que jeu vraiment indépendant, ou une fois de plus ça va être un supplément à Casus ou... Non, là l'idée c'est que c'est vraiment un jeu standalone. Alors par contre on n'a pas d'éditeur pour l'instant, on a des discussions en cours avec plusieurs éditeurs, mais on n'a pas encore de choix éditorial clair qui a été fait. Donc voilà, pour l'instant on en est là. J'espère moi pouvoir dégager du temps premier trimestre pour finir la partie illustrative de mon travail. Et une fois que ça c'est fait, après il y a un peu de temps de maquette encore et on devrait avoir un premier truc qu'on peut montrer aux éditeurs en disant le truc il est prêt à sortir. Donc tu vois, l'idée après c'est même s'il y a un financement participatif, c'est pas d'être dans un délai d'1 an ou quoi, c'est d'être vraiment prêt à dégainer avec tout qui est à disposition. Ouais. Bon, ben, ce sera peut-être l'occasion de se revoir pour en parler. Peut-être à 3 avec Cédric. Plus longuement. Ma foi, avec grand plaisir. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo avec Cédric sur Watsburg. Ça a été un moment très, très, très sympa. Ça sera avec grand, grand plaisir. Tu tiens toujours ton blog? Tu tenais un blog très, très sympa où tu racontes certaines de tes parties avec des comptes rendus de parties, mais un petit peu romancés. Tu fais toujours ça? T'as plus le temps? Non, ça prend un temps dingue et j'aime bien, mais c'est tellement long à faire. Tu vois, même là, pour les Mystères de Paris, et ça serait bien que je le fasse parce que comme on joue pas très régulièrement et tout, à chaque fois, mais il s'était passé quoi? Même moi, des fois, je me rappelle plus.
Non, ça prend trop de temps. Alors après, s'il y a des gens qui ont envie de lire ma prose, ils vont sur Casusno et il y a mes anciens comptes rendus. Il y a une campagne de Godbound, il y a une campagne de Rain, il y a une campagne des Mystères de Paris. Il doit y avoir encore un ou deux autres trucs. Il y a plein de choses à lire, mais par contre, j'en produis plus là en ce moment, en tout cas, parce que j'ai plus le temps, quoi. Bah, justement, une dernière petite question, si tu le permets, mon cher Ben. Est-ce que, selon toi, hein, de ton expérience, est-ce qu'aujourd'hui, hein, est-ce que de nos jours, on peut vivre du jeu de rôle? Est-ce qu'on peut, voilà, en tant qu'auteur, en tant que créateur, est-ce qu'on peut espérer dégager un salaire suffisamment décent pour se dire, voilà, je vis de ma production du jeu de rôle? Bah, tout dépend de ce que tu mets derrière le terme décent. Moi, je connais deux personnes, ou peut-être trois. Enfin, je connais personnellement deux, et il y en a une troisième dont j'ai entendu parler, qui a priori ne font que ça, ou en tout cas, s'ils font autre chose, c'est aussi des trucs créatifs qui sont liés. Ça va être LG, Kelren, et je crois je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait sombre, Johan Scipion, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Scipion, effectivement. C'est les trois dont j'ai entendu parler qui disent, eux, voilà, on essaye d'en vivre, mais ils en vivent très très chichement, quoi. Donc, mon avis, c'est vraiment le sujet pour une vidéo future, si Vidéo tu veux. complète, oui. Mais il faut savoir que, en tant qu'auteur, du coup, maintenant, j'ai la visibilité là-dessus, si tu veux. En tant qu'auteur, t'es un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Donc, c'est un peu paradoxal, et bon, c'est comme ça, tu apprends à vivre avec, mais c'est paradoxal parce que voilà, tout le monde passe avant toi. L'éditeur, il va évidemment gagner plus que toi, les illustrateurs, ils vont gagner plus que toi collectivement. Alors, ça veut pas dire qu'ils vivent bien, les illustrateurs. Pour qu'ils vivent bien, il faudrait qu'ils illustrent 2 jeux par mois, si tu veux. Mais en tant qu'auteur, tu peux pas écrire 2 jeux par mois. Et du coup, alors il y a des gens qui freelancent et qui, eux, peut-être gagnent un peu plus parce que du coup, ils ont plein de projets sur le feu en même temps, etc. Mais en tant qu'auteur de tes propres bébés, je pense que c'est quand même très très difficile d'en vivre. Bon, t'as raison, on fera toute une vidéo là-dessus, parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens que le sujet titille et qui adoreraient lancer des projets et se dire, ma foi, peut-être, pourquoi pas en vivre. Mais on aura l'opportunité d'en rediscuter. Ben, merci beaucoup, je rappelle donc, hein, pour les copains, les amis et les copines rôlistes qui regardent la vidéo. Donc, tu es l'auteur de Donjons et compagnie, qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes crèmeries. Ça, c'est le manuel, hein. Mais vous avez Secret excavé, vous avez l'écran, vous avez le dossier de personnage, du jeu de rôle vraiment très 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 chouette, sans prise de tête, auquel on peut jouer. Moi j'ai testé, hein, avec un public jeunesse, hein. Vraiment les principes, les concepts s'appréhendent très facilement et très rapidement, et on est très vite dans le bain, auquel on peut jouer en campagne. Franchement, que du bon. Ben, merci beaucoup, je te dis à bientôt. À bientôt, et puis merci encore de m'avoir accueilli pendant si longtemps dans ta chambre. Ah, ça a été, oui, et toi dans la tienne peut-être, je crois. Dans mon bureau, mais ouais, bureau chambre d'amis, on va dire. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Merci les rôlistes d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Peut-être que vous aurez des questions à poser à Ben, à moi, hein, sur certains éléments qu'on aura abordés pendant cette vidéo. On tâchera d'y répondre, vous savez que je lis tout. En attendant, n'oubliez pas de jouer, hein, c'est fondamental, puissent tous vos jets vous être favorables. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.